Le rappel à Dieu de la mégastar du football Arna, c'est notre premier sujet d'invité sport de ce vendredi. On parle de la suspension du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Il a saisi le tribunal arbitral du sport. Et puis nous prendrons les nouvelles de la Champions League. Le Real Liverpool s'enfonce. On va évoquer tous ces sujets avec notre invité du jour, Henri Do, administrateur de AfriqueExpressSport.net. Bonsoir. Décédé d'une crise cardiaque il y a 3 jours, Diego Maradona a été inhumé hier. Il était âgé de 60 ans, Henri n'en est pas du tout. Au-delà de la planète football que cette nouvelle a secoué, cette nouvelle également a eu véritablement des échos au niveau des pouvoirs publics également, au niveau dans le monde politique, dans le landerneau politique également. C'est pour dire que Diego Armando Maradona, c'est quand même une icône. Pour la petite histoire, le président de la République togolaise également s'en est allé également de son hommage. Il a fait un tweet saluant Maradona. C'est dire de l'importance qu'a eu du sport en général et dans le monde, et en particulier Maradona. C'est un mythe, c'est une idole, c'est une icône. On manque de superlatifs pour pouvoir le qualifier. C'est ce jeune gamin de la périphérie de Buenos Aires du monde à la Coupe du monde junior au Japon, nationale argentine de la catégorie en 1979. Et il a remporté cette Coupe du monde junior et à l'époque, les gens se disaient qu'il y a une pépite qui est née, il y a un grand esprit du football qui est né. Et des années plus tard, on s'est rendu compte que d'une des plus belles pages de l'histoire de ce sport roi que nous adorons tous. Diego Maradona était surtout ce joueur qui, disons-le, quand on prend par exemple la Coupe du Monde 80. Et à lui tout seul, cette sélection abicéleste de l'Argentine, d'abord en marquant ce premier but-là, face aux Anglais, le but de la main. Derrière, on a parlé de la... Et en fin de rencontre, il a marqué ce but supersonique qu'il est parti d'un rush solitaire de plus de... C'est parti de la ligne médiane. Il a dribblé, il a choulé systématiquement ses vis-à-vis par ses dribbles déroutants et chatoyants. Et derrière, il a marqué ce but-là décisif qui a amené l'Argentine en demi-finale. Et en finale, cette sélection argentine, avec d'autres grands joueurs également, Jorge Valdano, Jorge Bruchaga, et pour ne citer que ceux-là, ont eu à offrir ce deuxième sacre mondial à cette sélection argentine qu'il avait remportée quelques années plus tôt, en 78, sans Diego Armando Maradona. Donc, c'est dire de l'importance qu'avait ce petit bonhomme dans cette sélection argentine qui était dirigée par un entraîneur également qui avait joué sa partition. Il s'agit de Carlos Bilardo, qui avait mis en place une équipe qui jouait son va-tout, un football champagne laissé tourner vers l'avant, un football spectaculaire. Et Diego Armando Maradona incarnait ce spectacle-là qu'offrait cette sélection argentine à l'époque, parce que c'est un joueur, un meneur de jeu, un numéro 10, qui était capable d'organiser le jeu, de pouvoir centrer et de faire marquer, de marquer également. Il amusait, tout simplement, il déroutait ses vis-à-vis par ses dribbles chaloupés. Il était capable, sur des accélérations foudroyantes et supersoniques, d'enrhumer toute une ligne défensive qui venait en son encontre. C'était un génie, au-delà du joueur qu'il était. C'était quand même un artiste, Diego Armando Maradona, qui a porté à 91 reprises la tunique fétiche de la sélection argentine et il a marqué 34 buts. Il a joué également cette finale de la Coupe du Monde 90. C'était l'une des plus grosses désillusions de sa carrière au niveau international. Bien évidemment, notamment face au Cameroun. On se rappelle de cette rencontre-là, de ce match d'ouverture. C'était à San Siro, à Milan, où le Cameroun avait damé le pion à la surprise générale à cette sélection argentine championne du monde en titre. À la fin de cette rencontre, on se souvient de cette gueulante terrible d'un certain Carlos Bilardo, l'entraîneur, le sélectionneur argentin à l'époque. Mais Diego Armando Maradona, contrairement à ses partenaires qui étaient décontenancés et médusés, lui, avec son strident cri de ralliement, avait motivé ses coéquipiers et par la suite,
l'Argentine s'est relevée dans cette compétition et a même joué une finale face à l'Allemagne, même s'ils ont perdu. Il a pleuré, il était véritablement ému à l'époque, ce qui est révélateur, tout simplement, de l'état d'esprit qu'animait ce bonhomme lorsqu'il portait la tunique nationale. Il avait cet amour pour son pays. Il avait véritablement le don de soi était l'un de ses leitmotifs, la combativité, le sacrifice, au-delà de la méga star qu'il a été. C'est quand même quelqu'un qui était capable de motiver à travers son comportement exemplaire ses coéquipiers. Diego Maradona n'a pas simplement écrit une belle histoire au niveau de l'Argentine, au niveau de Naples également, où il a joué. C'est d'ailleurs lui qui a offert les 2 trophées de champion d'Italie à Naples, les 2 seuls trophées que l'équipe possède aujourd'hui. Il y a même un Italien qui disait de lui, Diego Maradona, c'est un Italien qui par hasard est né en Argentine. Effectivement, ça c'est une très belle métaphore. Diego Armando Maradona, c'est le fils des Azuros de cette formation du Napoli. Vous l'avez bel et bien dit tout à l'heure. Quand il est parti de l'Argentine, il a débarqué au niveau du FC Barcelone, ça n'a pas marché. Et après, il a rejoint cette formation transalpine et il a marqué à jamais l'histoire de cette grande formation du Napoli avec ces 2 sacres qu'il a remportés, en tout cas sur le plan national, pour cette formation. Et ce sacre également européen, la Coupe de l'UEFA, qu'il a remporté avec le Napoli. Diego Armando Maradona, c'est 298 matchs avec le Napoli et 115 buts. Il était resté pendant plusieurs années le meilleur buteur de l'histoire de cette formation sicilienne, avec 115 réalisations. Il a été récemment doublé par un certain Dries Mertens, actuel international belge, qui joue pour le Napoli. Et pour la petite histoire, hier, le Napoli jouait face à une formation pour le compte de la 4e journée de la Ligue Europa, de la phase de poule. Et après cette rencontre, avant cette rencontre, même les joueurs napolitains ont rendu un grand hommage à Diego Armando Maradona. Mais l'actuel meilleur buteur de l'histoire de cette formation, qui n'est autre que Dries Mertens, qui avait chippé, je disais tantôt, cette place-là de meilleur buteur de l'histoire de cette formation à Diego Armando Maradona, s'est déplacé personnellement dans le centre-ville du Napoli pour rendre un dernier hommage, un vibrant hommage pour cette icône du Napoli. Je pense que au niveau de Naples, le coup, il a été assez dur pour tous les supporters, de même qu'au niveau de l'Argentine, où pratiquement plus de milliers de personnes ont arpenté les rues menant vers la Casa Rosada, c'est le palais présidentiel, la maison rose de l'Argentine, où on avait mis en place la dépouille mortelle on avait fait une chapelle ardente en l'honneur de Diego Armando Maradona. On a vu tout l'enthousiasme qui entourait cette dépouille mortelle-là et tout ce désordre-là qu'il y a eu, n'eût été la stratégie, la maestria de la police nationale argentine, il y aurait eu d'énormes catastrophes là-bas parce que les gens étaient véritablement, la foule, elle était choquée, et la foule, elle était, elle avait voulu. Tout le monde voulait rendre un dernier bel, vibrant hommage à Diego Armando Maradona. La foule, elle était affligée, mais eux tous ne pouvaient pas rentrer dans ce palais présidentiel. Et dans la soirée d'hier, jeudi, à Buenos Aires, dans le jardin de Cibeles, Diego Armando Maradona a été mis en terre en intimité familiale, paix à son âme. À son âme. Il y a au niveau de l'Italie, je ne sais pas, c'est au niveau de Naples, ce stadio qui va porter désormais son nom, le Stadio Diego Armando Maradona. Oui, c'est le grand stade de 70 000 places au niveau du Napoli qui sera rebaptisé désormais Stade Diego Armando Maradona. Je pense que c'est un hommage mérité pour le joueur qui a remis le Napoli sur la carte du football mondial, du football italien, mais du football mondial, parce qu'avant Diego Armando Maradona, le Napoli, on ne le connaissait pas. Et puis Maradona, c'est vrai qu'on parle de ses exploits de joueur, mais c'était aussi l'homme de beaucoup de frasques. Il y a eu la drogue,
il y a eu l'alcool, tous ces épisodes qui ont métamorphosé l'homme. Quand on le voit finissant, c'est un gros bonhomme très loin de l'image qu'on a de l'homme athlétique des terrains. Diego Armando Maradona, c'est la belle et la bête. La belle sur le terrain, à travers ses gestes techniques ahurissants et ses exploits tout à fait exceptionnels. La bête, à travers ses frasques rocambolesques, à la limite immorale. Et donc, Diego Armando Maradona, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je pense, aujourd'hui, si on en parle tant, c'est parce qu'aussi, il a eu ce côté noir, entre guillemets, qui le distingue de tous les grandes stars du football mondial que nous avons connus. On a connu Pelé, il est toujours 80 ans tout récemment. On a connu d'autres grands joueurs, les Michel Platini, les Socrates, les Zinedine Zidane, tous ces gros bonhommes-là. Mais ce qui distingue Diego Armando Maradona de ces gens-là, c'est son côté tout à fait bizarre, entre guillemets, hors du terrain. Vous avez parlé de ses phrases, de la drogue, de son hygiène de vie qui n'était pas assez reluisante, ce qui ne lui a pas permis véritablement de pouvoir jouir d'une carrière assez tranquille après avoir raccroché des terrains. C'est dire également qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect footballistique, Diego Armando Maradona a marqué de son empreinte, même si c'est de manière négative, le monde du sport. Que son âme repose en paix. Le sujet suivant, toujours côté football, nous parlons de la suspension par la FIFA du président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad. Ce dernier a décidé de saisir le tribunal arbitral du sport. La nouvelle, Aria Kodo, est tombée comme un coup de matraque, mais on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu, effectivement, Samuel, parce que vu un peu les récents épisodes au niveau de cette Confédération africaine de football, avec cette affaire qui avait éclaté l'année dernière et cette interpellation qu'avait fait preuve Ahmad Ahmad à Paris, on se souvient de cette plainte de son ancien secrétaire général Amr Fani, qui est décédé aujourd'hui, qui avait concouru à ce qu'il puisse être mis en garde par la police nationale en France. Et on se souvient également de ce scénario-là qui avait conduit la FIFA à mettre sous tutelle la CAF avec la désignation de la Sénégalaise Fatma Samouraï comme secrétaire générale par intérim. Donc tous ces aspects-là étaient des aspects qui avaient miné un peu ce mandat d'Ahmad Ahmad qui avait quelques semaines plus tôt prévu se représenter pour un deuxième mandat, sauf que derrière, l'ascension elle est tombée le lundi dernier avec cette chambre de jugement de la commission d'éthique qui a sanctionné Ahmad Ahmad pour 5 ans, lui interdisant toute activité relative au sport, au football, en particulier au sport en général, et cette amende qu'il devrait s'acquitter, dont il devra s'acquitter de 200 000 francs suisses, 182 millions d'euros. Il faut également préciser que la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA a motivé cette décision par le fait que Ahmad Ahmad a enfreint au code d'éthique de la FIFA, notamment son article 15 qui était relatif au devoir de loyauté, l'article 20 qui était relatif à l'abus de pouvoir, l'article 28 également qui était relatif au détournement de fonds publics, parce que concrètement, il lui est reproché d'avoir bénéficié des fonds fictifs, des fonds fictifs d'une société appelée Tactical Steel, une société d'équipementiers française, Tactical Steel. On lui accuse également d'avoir bénéficié des financements opaques au culte
venus du Moyen-Orient. Donc, ce sont tous ces aspects-là qui ont milité à la chute de Hamad Hamad à la tête de cette confédération africaine de football. Aujourd'hui, il est en train de pouvoir porter plainte sur la base de l'article 7 alinéa 2 du Code d'éthique qui donne la possibilité à celui qui est condamné de pouvoir porter plainte. Est-ce qu'il pourra véritablement avoir raison au niveau du tribunal arbitral des sports? Je n'en suis pas si sûr. Est-ce que cette procédure lui permettra de pouvoir se représenter pour un deuxième mandat? Je ne suis pas certain, puisque au niveau de la Confédération africaine de football aujourd'hui, il a perdu la main, surtout avec cette confirmation du président Constant Omari Omologa Selemani, l'actuel président de la Fédération congolaise de football association et anciennement premier vice-président de la CAF, qui est aujourd'hui le président par intérim de cette institution, avec les élections qui vont venir très tôt en mars au niveau de Rabat, le 12 mars précisément, pour ce comité exécutif-là qui va être réélu. Je pense que Hamad Hamad a tout simplement perdu la main. Hamad Hamad a perdu la main. En tout cas, lui, il croit que le tribunal arbitral du sport peut le rétablir. Mais ce qu'il faut peut-être faire remarquer, c'est qu'au niveau de ce genre de condamnation, en tout cas avec la FIFA, l'appel n'est pas suspensif. Il est obligé de s'exécuter jusqu'à ce que le TAS se prononce. Oui, il est obligé de pouvoir respecter, d'obtempérer cette décision de la FIFA jusqu'à ce que le TAS ne puisse se prononcer. Aujourd'hui, le petit souci avec Hamad Hamad, c'est que cette condamnation est venue pratiquement à la veille est venue pratiquement quelques jours plus tard après que son dossier a été accepté au niveau de la Confédération africaine de football. Et même si il reste encore d'autres étapes à franchir, notamment l'étape de des auditions au niveau de la commission d'éthique de la CAF pour valider les dossiers, je pense que le timing qui a été choisi par la FIFA également peut prêter à interprétation, parce que d'aucuns pourront dire que pourquoi est-ce que la FIFA n'a pas agi plus tôt. Et aujourd'hui, à quelques jours après que les dossiers de candidature ne soient clôturés au niveau de la CAF, que la FIFA réagisse de la sorte. Mais au-delà des suspicions, au-delà de cette façon de penser, je pense aujourd'hui que la FIFA tout simplement a pris une décision qui était basée sur le droit, parce que la commission d'éthique avait des éléments de preuve factuelle à son niveau qui incriminaient Hamad Hamad. Et cette commission, même si Hamad Hamad rejette cette commission d'éthique aujourd'hui, parlant d'une certaine partialité de cette commission, je pense tout simplement que la commission a fait son travail et que dans le football aujourd'hui, il faut qu'il y ait une certaine transparence et une certaine traçabilité dans la gestion. Hamad Hamad, il était venu faire des réformes, parce qu'après l'époque qu'il avait jugé entre Guillaume Kaoutan, d'Issa Yatou à la tête de cette instance-là, il avait promis des réformes. On s'est très vite rendu compte que c'était des réformettes. La CAF a perdu de sa notoriété au niveau du Landerneau footballistique international, avec la FIFA qui avait intervenu un temps soit peu. Et tout ça là, c'était parce que Hamad Hamad n'avait pas une certaine personnalité, il manquait de leadership. On pouvait reprocher beaucoup de choses à Issa Yatou, mais c'était quand même l'homme qui se faisait entendre, qui se faisait respecter. Mais Hamad Hamad, c'est 4 ans qu'il a passé à la tête de cette instance, même si tout n'est pas noir pour lui, parce qu'il y a eu des points positifs, notamment cette réforme-là concernant l'élargissement des pays pour les Coupes d'Afrique des Nations à 24, de 16 à 24. Je pense que son bilan est largement mitigé. Et ces affaires de corruption-là ne vont pas l'aider à pouvoir se représenter pour un deuxième mandat. En tout cas, la conséquence directe, c'est que aujourd'hui les 4 sont rebattus, tout simplement, parce que il y a d'autres candidats qui aujourd'hui sont en lice, qui peuvent brillamment
remporter ces élections et porter les aspirations du football africain qui est en plein essor. Vous avez le candidat ivoirien Jacques Anouma, ancien président de la FIF, ancien président de l'UFOA, ancien membre du comité exécutif de la CAF et de la FIFA, un homme rompu à la tâche, un gestionnaire patenté qui a de l'expérience. Vous avez Maître Augustin Senghor qui dirige depuis pratiquement 10 ans l'instance fêtière du football sénégalais, qui aujourd'hui a beaucoup d'expérience également. Nous avons entre autres également le président Patrice Motsepe, le milliardaire, le beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Patrice Motsepe, c'est quand même le président du club mythique sud-africain, Mamelodi Sundowns. Il a aujourd'hui les soutiens des fédérations comme la Fédération sierra-léonaise de football. Il a le soutien de la Fédération botswanaise de football. C'est quand même quelqu'un également qui nourrit beaucoup d'ambition, même si il n'est pas très connu dans la classe dirigeante du football africain, parce qu'il n'est pas membre ni de la CAF, ni de la FIFA, contrairement à ces autres challengers. Et le dernier, c'est le président Ahmed Yahya, le président de la Fédération mauritanienne de football, président de cette belle équipe de Nouadhibou FC, le club mauritanien qui va représenter la Mauritanie pour la Ligue des champions africaine cette saison. C'est un jeune président de 44 ans qui a également beaucoup d'ambition. D'ailleurs, dans le paysage sous-régional aujourd'hui, il est le seul président qui a eu à initier une réforme au sein de sa fédération, c'est-à-dire que la Fédération mauritanienne de football a une unité de production en son sein. Tous les matchs de l'équipe nationale aujourd'hui sont produits. La réalisation, elle est faite par l'unité de production de la Fédération mauritanienne de football. Tous ces aspects-là comptent aujourd'hui pour le développement du football, parce que ça fait rentrer des fonds dans la caisse pour la fédération avec les droits télé et autres. Et derrière, ce sont des projets intéressants qui permettent à ce football de pouvoir évoluer. Donc, c'est quand même une candidature qui est également intéressante. Mais à mon humble avis, je pense qu'aujourd'hui, le candidat qui se distingue de ce lot-là, qui se démarque de ce lot, est le candidat Jacques Anouma, parce qu'il a tout l'étoffe nécessaire avec son expérience, avec sa carrure, avec son charisme pour pouvoir briguer un mandat à la tête de cette instance. On en saura plus en mars 2021. Mars 2021. Dernier sujet, la Champions League. Le Real qui revient dans la compétition. Le Real mal parti, on le sait. Et puis Liverpool qui s'enfonce. Parlons d'abord de Liverpool. Qu'est-ce qui ne marche pas cette saison-ci de Champions League pour le club anglais? Il faut préciser que Liverpool, même si aujourd'hui Liverpool n'arrive pas à carburer comme la saison dernière, c'est quand même une équipe qui est en train de résister, parce qu'il faut dire que Liverpool, à l'image de tous les grands clubs européens, n'a pas eu de répit avant le début de cette nouvelle saison, avec la pandémie de coronavirus, avec l'enchaînement des matchs, avec cette Champions League, le Final 8 qui a été organisé au Portugal, l'enchaînement des matchs. Il n'y a pas eu de préparation physique et tous ces aspects-là se déteignent sur les performances de cette équipe, parce que figurez-vous que c'est un calendrier très chargé, surchargé, j'allais dire, avec des matchs à répétition. Vous avez la première ligue qui est connue pour son intensité, son degré d'engagement, son degré d'abnégation. Et derrière, vous avez la Champions League qui est programmée pratiquement chaque semaine. Donc, ça fait des matchs entre 3 jours. Et à ce rythme-là, les muscles, ils sont fatigués. Il n'y a pas assez de récupération. Et Liverpool est tombé dans ce travers avec des joueurs qui se blessent également. Il y a une certaine hécatombe aujourd'hui au niveau de cette sélection, de cette équipe, avec des joueurs qui sont à l'infirmerie. Ils ont leur défenseur mythique, Virgil van Dijk, qui incarnait la rigosité, la solidité défensive de Liverpool, qui est blessé. Il reviendra en avril. Alexander-Arnold également s'est blessé. Thiago Alcantara, la recrue phare de cet été également,
n'est pas en forme, il s'est blessé. D'autres joueurs également sont blessés. À l'Est Chamberlain. Tous ces aspects-là ne contribuent pas à ce que Liverpool puisse marcher sur l'eau comme ils l'ont fait l'année dernière. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui que cette défaite concédée face à l'Atalanta Bergame ne remet pas véritablement en cause la qualification pour le deuxième tour, pour cette formation de la Mersey de Liverpool, parce qu'ils sont toujours leaders de leur poule avec 9 points. Derrière, on retrouve l'Atalanta Bergame qui est crédité de 7 points. L'Ajax Amsterdam est également crédité de 7 points. Il reste 2 rencontres avant la fin de ce premier tour. Et Liverpool a largement les moyens de pouvoir confirmer sa première place dans cette poule. Les grosses interrogations aujourd'hui se situent beaucoup plus au niveau de la Première Ligue. Est-ce qu'ils auront les coups de France nécessaires pour pouvoir aller engranger un deuxième sacre national après celui de l'année dernière, parce que depuis 30 ans, Liverpool n'avait plus remporté de Première Ligue, et c'est l'année dernière qu'ils ont eu à faire cet exploit avec ce 10e sacre. Ils sont en course pour un 20e sacre, mais avec des adversaires comme Tottenham aujourd'hui, qui sortent également la tête de l'eau. Je pense que ce sera très compliqué pour l'équipe dirigée par Jürgen Klopp, mais ils ont quand même encore de la ressource pour pouvoir espérer aller très loin cette saison. Alors rapidement, sur le Real remonte. Le Real remonte au courage. Le Real remonte parce qu'il y a un bel état d'esprit. Le Real remonte parce qu'ils ont un entraîneur, Zinedine Zidane, qui essaie, malgré les péripéties, de pouvoir tirer le meilleur de tout son groupe, malgré les blessés la fois dernière avec Ramos qui n'était pas là, Militao. Le Real a su quand même, avec une équipe assez jeune, juvénile, et tirer battre cette formation de l'Inter de Milan au niveau du Giuseppe Meazza. Une victoire historique parce que pratiquement cette rencontre, le Real a disputé cette rencontre dans ce stade mythique de l'Inter de Milan et n'avait jamais remporté de victoire. Mais le mercredi dernier, les Madrilènes ont su remporter cette victoire 2-0 avec un Eden Hazard qui a marqué enfin un but pour le Real Madrid cette saison. Et derrière également le jeune Brésilien Rodrigo a également marqué son 2e but. Ils sont 2e dans leur poule aujourd'hui. Ils ont encore 2 rencontres, même si ce n'est pas encore la grande formation du Real Madrid qu'on connaît dans le jeu. C'est quand même une équipe qui est en train de sortir de la léthargie. Et je pense que le Real, qui va souvent en crescendo chaque saison, qui va en diesel chaque saison, pourra encore faire mal à ses adversaires. Henri Akodo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Tout de suite la pause et puis regard croisé.